Oui, nous allons reprendre la session donc consacrée au changement climatique et niveau de la mer. Donc nous accueillons le premier orateur, Jonathan Chenal, qui réalise sa thèse au Lagos à Toulouse et qui va nous présenter ses derniers résultats de sa thèse sur le changement climatique. Voilà, à toi Jonathan, tu as 20 minutes plus 5 minutes de questions. Bonjour, donc je m'appelle Jonathan Chenal et je vais vous faire une présentation sur la mesure du déséquilibre énergétique planétaire par géodésie spatiale pour contraindre la sensibilité climatique et les projections de hausse du niveau de la mer. Donc j'ai travaillé pendant 14 ans à la géodésie à l'IGN et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat en cours de carrière dans le domaine du changement climatique. Donc je l'ai faite au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale de Toulouse, le Lagos, sous la direction de Benoît Messignac, qui est un de mes co-auteurs avec mes collègues Alejandro Blasquez et Robin Guillaume Castel. Et donc, depuis le 1er septembre, je suis de retour à l'IGN comme chargé de mission changement climatique. Alors, je vais attaquer avec la théorie du changement climatique, avec l'équation du bilan d'énergie planétaire, qui établit que le déséquilibre énergétique planétaire, le terme N qui est à gauche, qui est simplement la quantité d'énergie que stocke le système climatique en réponse aux émissions de gaz à effet de serre, qui est simplement la différence entre le rayonnement solaire qui rentre dans le système climatique et les rayonnements visibles et infrarouges qui ressortent du système climatique. C'est le principe de la baignoire avec le robinet et le siphon. Ce qui rentre, ce qui est stocké, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, est égal à, on peut diviser cette grandeur-là, qui est parmi les plus importantes du changement climatique, entre une composante qui est forcée, qui vient des émissions de gaz à effet de serre, et une composante de réponse radiative, qui est celle de la réponse de la Terre au changement climatique. Alors d'abord, le forçage radiatif F de cette équation-là, donc il provient directement des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit l'effet du dioxyde de carbone, du méthane, etc., donc qui ont un effet réchauffant, un effet stockant de l'énergie. Et par opposition, par contraste, vous avez les aérosols, donc le dioxyde de soufre par exemple, qui ont un effet parasol, comme disait Madame Masson-Delmotte, un effet plutôt refroidissant. Et depuis 1750, ces grandeurs se chiffrent à environ 2,72 watts par mètre carré, c'est-à-dire des joules par seconde et par mètre carré. Le deuxième terme de l'équation, donc le déséquilibre énergétique planétaire, donc je vous ai dit c'est la différence entre la quantité d'énergie solaire dans le rayonnement visible qui réchauffe le système climatique, et la quantité d'énergie infrarouge et visible qui ressort du système planétaire et qui conduit, quand ces deux grandeurs sont égales, à l'équilibre énergétique. La quantité de rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre, c'est de l'ordre de 340 watts par mètre carré. Donc 340 joules par seconde et par mètre carré. Le déséquilibre, c'est-à-dire la différence entre ce qui rentre et ce qui sort actuellement, est de moins de 1 watt par mètre carré. Donc on est à 2 ordres de grandeur plus faibles que le flux lumineux du Soleil. Donc c'est une grandeur qui est par définition très difficile à observer. Et comme l'a dit Madame Masson-Delmotte, donc 91% est absorbé par l'océan global. Donc le 93% de la figure, c'est parce que ça vient d'une publication qui était antérieure au dernier rapport du GIEC, et de l'ordre d'environ 4% par les glaciers et les calottes polaires. Donc on voit que l'océan joue un rôle absolument prépondérant de régulateur thermique, énergétique du système climatique. Donc si on regarde du point de vue strictement énergétique, quasiment toutes les conséquences du changement climatique se traduisent par l'élévation du niveau de la mer. Et enfin, la réponse radiative de la Terre, c'est la transformation de la surface de la Terre en réponse à l'existence de ce déséquilibre pour rétablir l'équilibre. Dans la physique, il y a plein de phénomènes comme ça, où un système soumis à une perturbation réagit pour rétablir l'état qui était avant la perturbation. Et l'hypothèse principale, c'est que cette réponse radiative est proportionnelle à la température globale moyenne de la Terre. Et donc on comprend pourquoi la température augmente en réponse aux émissions de gaz à effet de serre. C'est simplement pour rétablir l'équilibre radiatif planétaire au sommet de l'atmosphère. Et le facteur de proportionnalité entre cette réponse radiative et la température globale moyenne de surface de la Terre, c'est le paramètre de rétroaction climatique. Donc l'équation classique du bilan d'énergie, c'est écrit comme ça, N égale F plus lambda T, et c'est le socle sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans au Lagos.
Sur la base de cette équation, on peut exprimer une grandeur qu'on appelle la sensibilité climatique d'équilibre. Alors, elle a été définie en 1896 par Arrhenius, qui a été prix Nobel de physique, et Manabe, dont je mentionne le nom ici, qui a eu le prix Nobel de physique l'année dernière, a aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. C'est la température asymptotique, la température de retour à l'équilibre, en réponse à un événement spécial, un peu particulier, où on double de façon instantanée la concentration du CO2 seul dans l'atmosphère. Et c'est la métrique fondamentale de mesure de l'amplitude du changement climatique. Elle est présente dans tous les rapports du GIEC. Et sa connaissance est très importante parce que les simulations des modèles montrent, donc en abscisse, la sensibilité climatique d'équilibre de plusieurs modèles de climat, en ordonnée la température en 2100 pour plusieurs scénarios socio-économiques du GIEC, donc le scénario 2.6, le scénario 4.5 ou le scénario extrême 8.5, que la température en 2100 va être en gros proportionnelle à la métrique sensibilité climatique d'équilibre. Et le problème, c'est que cette grandeur est très mal connue depuis 40 ans, depuis par exemple le rapport Charnay de 1979 ici, qui disait qu'elle valait entre 1,5 degré et 4,5 degrés, donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur, puisqu'on passe du simple au triple, jusqu'au 5e rapport du GIEC en 2013, on était toujours entre 1,5 et 4,5 degrés. Et plus récemment, très récemment, donc Madame Masson-Ladalmotte l'a mentionné récemment, il y a eu un resserrement de l'intervalle de confiance de cette grandeur-là, à partir, dont le 6e rapport témoigne, puisqu'on dit maintenant, en termes probables, qu'elle est entre 2,5 et 4 degrés, et en termes très probables, c'est-à-dire qu'à 90% d'intervalle de confiance, entre 2 et 5 degrés. À cela s'ajoute que, ou plutôt en symptôme de cette méconnaissance, c'est que les observations observationnelles tendent à donner, donc celles qui sont en fait dans le vrai monde, dans le vrai système climatique, avec le vrai déséquilibre énergétique, les vraies températures, les vrais forçages radiatifs, des valeurs plutôt dans l'intervalle bas de cet intervalle de confiance, dans les franges basses de l'intervalle, tandis que dans les modèles de climat, où on met toutes les équations de la physique qu'on connaît, qui sont validées, etc., on a plutôt des valeurs hautes. Donc ça, c'est un problème qui a agité la communauté climatique pendant pas mal de temps. Et en fait, le problème, la solution vient du fait que le paramètre lambda n'est pas constant et varie dans le temps. D'abord parce qu'il dépend de la température globale elle-même. Ensuite, il dépend de la variabilité intrinsèque du système climatique. Un système climatique, vous avez des fluides qui ont des temps de réponse, plein de non-linéarités, etc. Donc il y a une variabilité intrinsèque, même hors changement climatique, qui est propre à notre système climatique. Et en plus, il a été démontré que le paramètre lambda dépend des agents forçants, donc le CO2, le méthane, les aérosols, etc., et de leur variation temporelle. Donc tout ça fait que c'est très différent dans le vrai monde de la définition canonique où on double le CO2 de façon instantanée par rapport à l'état pré-industriel. Et tout ça se manifeste par des structures spatiales de réchauffement, la géographie du réchauffement, en fait, tout simplement, où vous allez avoir des zones chaudes et des zones froides, et l'existence simplement de ces gradients de température amène à la formation de nuages bas sur les zones marines, notamment tropicales dans l'est du Pacifique, qui ont des propriétés radiatives, notamment de réflexion de la lumière solaire, qui font que la réponse radiative solaire va varier dans le temps, même indépendamment des variations de la température elle-même. Je vous rappelle le terme lambda-T de la réponse radiative. Ce qui est bien que si on fait des observations observationnelles, on n'a pas immédiatement accès à la métrique canonique de la sensibilité climatique. Et donc on a besoin à la fois de contraindre la sensibilité climatique par les observations, parce qu'il n'y a que elles qui font foi en dernier ressort, mais en même temps de tenir compte de la distance entre la sensibilité observée et la sensibilité canonique. Et vous verrez le lien avec le niveau de la mer un petit peu très bientôt. Donc les données que j'ai utilisées sont des données tout à fait standards en termes de forçage radiatif et de température de surface. Concernant le déséquilibre énergétique, j'ai utilisé à la fois la mesure immédiate et directe de la différence de flux entre le flux entrant et le flux sortant, donc des mesures radiatives, on mesure la lumière solaire, la lumière infrarouge, et puis on fait la différence et on regarde quelle est la différence entre les deux, mais aussi le contenu de chaleur de l'océan lui-même, puisque vous savez désormais que l'océan absorbe plus de 90% du déséquilibre énergétique. Donc si on a le contenu de chaleur de l'océan, on a en gros le déséquilibre énergétique de façon immédiate. Donc on peut le mesurer de façon traditionnelle avec des mesures de température, salinité et en appliquant l'équation d'état de l'eau de mer. Donc soit avec la flotte de dériveurs autonomes Argo. Ah oui, vous ne voyez pas les flèches en fait. Donc ils sont environ 4000 dériveurs autonomes qui transmettent. Oui. Tu as un pointeur sur Ah, j'ai un pointeur. Avec le bouton du haut, ça te permet
Ah, super, merci. Donc là, vous avez un dériveur Argo, par exemple, qui mesure automatiquement jusqu'à la profondeur de 2000 mètres, et depuis l'année 2005, la température et la salinité, ce qui permet d'avoir l'évolution du contenu de chaleur de l'océan. Mais avant ça, il y avait eu, le long des campagnes hydrographiques, ou bien des mesures par des bateaux, des mesures in situ depuis les années 50, mais vraiment, elles sont vraiment globales depuis 1971, des mesures de température, salinité, donc le long des tracés des bateaux, ce qui permet aussi de reconstruire le contenu de chaleur de l'océan. Mais il y a une autre approche qui a été développée récemment, qui s'appuie sur le bilan du niveau de la mer. Donc, le bilan du niveau de la mer, simplement, est-ce que le niveau de la mer qu'on observe, c'est bien la somme des contributions, donc expansion thermique et bilan de masse de l'océan. Et on peut reconstruire le contenu de chaleur de l'océan simplement en faisant la différence entre le niveau de la mer mesuré par l'altimétrie spatiale, par exemple, et le bilan de masse de l'océan mesuré par la mission de gravimétrie spatiale, GRACE, et son successeur, GRACE-Follow, donc vous voyez ici. Le tout divisé par le coefficient d'expansion thermique de l'eau de mer, qu'on appelle l'efficacité expansive de la chaleur, avec une valeur ici qui a été mise à jour en 2022 et qui est de l'ordre de 30% plus élevée que ce qu'il y avait eu précédemment dans les valeurs admises dans la communauté. Et on peut déduire le déséquilibre énergétique planétaire avec cette petite formule. Le déséquilibre, c'est simplement la dérivée temporelle du contenu de chaleur de l'océan, le tout normalisé pour avoir bien la fraction de déséquilibre absorbé par l'océan et la surface du sommet de la sphère au sommet de l'atmosphère. Donc voici les résultats. Donc avec Argo, les méthodes géodésiques, donc il y a deux produits, un produit qu'on a développé avec mes collègues au Lagos et avec l'entreprise Magellium, et puis une autre solution qui a été développée par d'autres collègues au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et ensuite la mesure radiométrique de CERES. Et donc on voit qu'on obtient des résultats qui sont tout à fait cohérents avec les derniers résultats du GIEC, IPCC AR6, et ainsi qu'avec la review de Steve Sherwood parue en 2020. Je précise que comme la sensibilité climatique est en 1 sur lambda, il n'y a que la borne inférieure qui est contraignante, on ne peut pas contraindre la borne supérieure avec cette méthode-là. Donc ce qui est très bien, c'est que ça valide l'approche par géodésie spatiale, et c'est la première estimation de la sensibilité climatique par géodésie spatiale. Mais avec les mesures faites par les bateaux, on a des séries temporelles qui sont suffisamment longues, ce qui n'est pas le cas dans les 4 premières que je vous ai présentées, pour pouvoir régresser l'équation du bilan d'énergie. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans une publication qui a été publiée dans le Journal of Climate, avec les mesures in situ. Et donc là, on a relevé la borne basse de la sensibilité climatique jusqu'à 2,4 degrés, au lieu de 2 degrés dans le dernier rapport du GIEC. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Et donc ça, c'est un travail qui contribue à la réconciliation des observations et des modèles. En fait, c'est simplement la compréhension du sens profond du paramètre lambda qui est améliorée. Alors, on s'est quand même posé la question, là on a travaillé sur 1971-2017, quelle est l'influence du choix de la période et de sa durée sur les valeurs du paramètre lambda. Donc on a été plus loin dans le temps, on a reconstruit une solution de déséquilibre énergétique jusqu'en 1957, avec notamment des marégraphes. Donc vous voyez que l'importance des marégraphes n'est pas définie qu'au moment où on les installe. C'est très bien de les avoir installés il y a très longtemps, alors que ces questions-là ne se posaient pas. Et bon, je vous passe les différents traitements, mais on a appliqué la même méthode de régression de n-f par la température. Et on a démontré, cette fois-ci par les observations, que le paramètre lambda varie effectivement avec le temps. Et ça, c'est la première fois que ça a été fait avec des observations. Avant, on n'avait qu'une idée de ces variations dans les modèles de climat. Donc là, je vous extrais une section à 25 ans de ce triangle-là, et donc ce qui confirme que le paramètre lambda avait des valeurs très négatives jusqu'au milieu des années 70, donc ça veut dire une faible augmentation de la température à quantité de CO2 donnée. Puis il a augmenté très rapidement au début des années 80, avant de redescendre à des valeurs plus négatives jusque dans les années 2000. Mauvaise nouvelle, il semblerait que depuis 2014, il ait commencé à remonter. Bon, on ne le voit pas sur cette courbe-là. J'ai superposé à ce résultat-là, cette courbe-là, deux régressions de séries plutôt courtes, une mesure radiométrique à la Natal 2014, et une mesure où on applique le même principe, niveau de la mer moins bilan de masse, avec les produits du projet ESA-CCI, Sea Level Budget Closure, V2.2. Donc on voit que le paramètre lambda varie, et on voit qu'avec des séries courtes, mais qui pour l'instant sont trop courtes, on peut estimer ce paramètre-là, même si elles sont pour l'instant biaisées plus proches de zéro.
Mais l'idée, c'est de démontrer la faisabilité du suivi du paramètre lambda avec le temps, avec des données de géodésie spatiale. Et enfin, un dernier résultat que je vais vous montrer, c'est qu'on s'est servi de la contrainte de 2,4 degrés sur la borne basse de la distribution du paramètre lambda, de la sensibilité climatique, pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de projection climatique. Et en particulier, on a revisité les projections climatiques du GIEC, donc en utilisant le système d'équations différentielles qu'on appelle un émulateur de climat, où il y a un certain nombre de paramètres qu'on n'a pas bougé. Par contre, on a modifié la distribution du paramètre lambda dont dépend la sensibilité climatique, de façon à ce que la sensibilité climatique soit effectivement bornée basse à 2,4 degrés. Et on a fait tourner cet émulateur-là en intégrant ces équations différentielles. On en a déduit la température, puis le contenu thermostérique d'élévation du niveau de la mer. Mais pour ce dernier point, on a mis à jour 2 paramètres. Donc le paramètre bêta à 0,93 au lieu de 1. Donc ça ne fait pas une grosse différence. Par contre, pour le coefficient d'expansion, on est passé à 0,145 mètres par iota-joule au lieu de 0,113 qui est dans le dernier rapport du GIEC. Donc vous voyez que ça fait une variation importante. Alors en termes de température, donc mauvaise nouvelle, donc là c'est les taux de variation de la médiane en 2100 par rapport à la projection mise dans le dernier rapport du GIEC. Donc on voit que la mise à jour est assez faible, moins de 10%. Mais par contre, et que c'est à peu près pareil à long terme donc en 2500 en termes de température. Donc on a quand même réussi à contraindre la projection de température, même si le relèvement de 20% de la borne basse de la sensibilité climatique n'amène finalement qu'un relèvement de la borne basse des projections de température que de moins de 10%. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres paramètres, vous avez vu dans l'équation de l'émulateur, il y a plein de paramètres qui sont encore très très mal connus et qu'il faut aussi contraindre pour améliorer les projections, notamment l'importance de l'océan profond. Et en termes de contribution thermostérique à l'élévation du niveau de la mer, donc j'ai fait 2 types de projections. Une où je mets à jour seulement le paramètre lambda, donc là on a des améliorations qui sont extrêmement faibles. Et par contre où je mets à jour le paramètre bêta et le coefficient d'expansion, et où là on a des variations qui sont très importantes. Alors il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ne croyez pas que le niveau de la mer va augmenter de plus 20% suite à la mise à jour de ces paramètres-là. Simplement, ça pose la question de la pertinence d'émulateurs de façon générale. Alors c'est très bien pour le bilan d'énergie, donc la partie température. Par contre, le passage au niveau de la mer, il y a un certain nombre de processus qui sont beaucoup plus complexes que simplement la mise à l'échelle du contenu de chaleur de l'océan par le coefficient d'expansion. Et en particulier, on pense dans notre équipe que les modèles couplés sont peut-être plus pertinents que simplement l'utilisation d'un émulateur pour les projections d'élévation du niveau de la mer, en particulier parce que le coefficient d'expansion dépend de la géographie, il y a des zones qui se dilatent plus que d'autres. Il y a les transports de chaleur et il y a la contribution de l'océan profond. Voilà. Et j'ai aussi recalculé les projections pour les glaciers calottes du Groenland, mais là il y a tellement d'incertitudes que la mise à jour des projections de température par la sensibilité climatique ne servent à rien, donc ça ne change rien. Voilà, donc en conclusion, donc sur la base de la régression des données récentes et validées, on a surtout le gros résultat, c'est qu'une sensibilité climatique plus faible que 2,4 degrés est très improbable au sens du GIEC, c'est-à-dire à 90% d'intervalle de confiance. C'est-à-dire que c'est quand même 20% de plus que dans le 6e rapport du GIEC. Et c'est une contribution à la réconciliation des estimations des observations et des modèles. Donc c'est la première série temporelle observationnelle historique de lambda T. Donc on l'a soumise à la revue Nature Communications. C'est en cours de révision. On est en train de répondre aux révisions des rapporteurs du papier actuellement. Et ça pose aussi des responsabilités ou des objectifs à la géodésie spatiale de façon générale dans le domaine des sciences du climat. Pardon. L'idée étant d'avoir un suivi opérationnel géodésique du contenu de chaleur de l'océan, c'est-à-dire du déséquilibre énergétique, c'est-à-dire du paramètre lambda, qui est vraiment le paramètre, enfin, qui sont les 3 paramètres peut-être les plus importants du système climatique. Et en particulier, il a été chiffré qu'on a besoin de stabilité sur les repères géodésiques et de cohérence entre les solutions de gravimétriques, donc typiquement GRACE, qui permettent d'établir le bilan de masse de l'océan, et les solutions géométriques, donc typiquement le repère mondial de référence terrestre, l'IPRF,
à un niveau qui a été chiffré, auquel on n'est absolument pas pour l'instant. Ce n'est pas de la faute des géodésiens, c'est l'état de l'art. Voilà, la limite de l'état de l'art montre qu'on a un saut qualitatif à faire en termes de stabilité des repères géodésiques pour mieux contraindre ces paramètres-là dont la validité a été montrée en termes de résultats avec les autres approches. Et accessoirement aussi dans les projections climatiques, actuellement elles sont faites à paramètres constants, dont le paramètre lambda, on pourrait aussi introduire une modélisation des évolutions du paramètre lambda. Alors, je ne vous ai pas montré, mais le paramètre lambda pourrait dépendre en particulier des grands modes d'oscillation climatique, en particulier l'oscillation décennale du Pacifique. Voilà, c'est en cours d'expertise et de confirmation, je dirais. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup Jonathan pour cet exposé. Est-ce que nous avons une question dans l'audience? Oui, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question sur donc là, tu utilises pour estimer lambda des missions géodésiques qui sont existantes, l'altimétrie satellitaire et GRACE. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres missions satellites qui permettraient de mieux contraindre l'estimation de lambda en mesurant d'autres paramètres? Ou est-ce que les données que vous avez actuellement en altimétrie et en GRACE sont suffisantes pour faire une estimation de lambda? Alors en fait, elles sont pour l'instant pas suffisantes parce que les séries temporelles sont trop courtes. Même si GRACE date du début des années 2000, l'altimétrie de 10 ans auparavant, on n'en est même pas donc à 20 ans de données, donc ce qui n'est pas tellement suffisant. On considère qu'on a affaire peut-être encore à des séries courtes pour l'estimation du paramètre lambda, pour lequel, alors je n'ai pas détaillé, mais d'un point de vue méthodologique, le fait pour l'instant ces données-là, je ne les régresse pas. Je ne les régresse pas parce que la série est trop courte. C'est pour ça que j'ai utilisé le compte de chaleur de l'océan in situ, où là on a de longues séries, plus les marégraphes bien sûr, où là on peut se permettre, simplement c'est une façon de démontrer ce qu'on pourra faire quand on aura des séries géodésiques beaucoup plus longues. Mais il y a des projets de missions gravimétriques au niveau européen, par exemple MAGIC, mais aussi la NASA qui a aussi ses projets Mass Change au niveau du changement en termes de programmation, qui vont nous permettre d'aller dans ce sens-là. Les missions d'altimétrie étant, elles, quasiment garanties à long terme, quoi. Pour rebondir à cette question, quand tu estimes la contribution de masse de l'océan avec GRACE à moyenne globale, Ouais. Tu sais très bien que cette estimation de tendance est très fortement liée aux signaux terre solides, l'isostasie, le géocentre. Oui. On sait que cette correction impacte très fortement cette hausse de la masse de l'océan. Est-ce qu'il y a des idées de nouvelles missions gravimétriques justement pour essayer de s'affranchir de ces signaux terre interne qui polluent quand même le signal originel? Alors effectivement, tu fais écho aux travaux d'Alejandro Blasquez, qui a quantifié ses effets sur l'estimation du bilan de masse de l'océan. Donc il y a les missions de type gravimétrique MAGIC. Il y a aussi un projet qui est en discussion, qui est la mission Genesis, qui consisterait à installer de la charge utile scientifique sur les satellites Galileo. Et un certain nombre de chercheurs, et notamment des gens des systèmes de référence, sont très intéressés par l'estimation du géocentre, qui est très important, par ce projet-là. Bon, après, il y a aussi tous les projets qui, pour l'instant, n'ont pas débouché sur une mission de type GRASP, où il s'agissait de mettre sur un seul satellite les caps techniques de la géodésie spatiale pour mieux contraindre ce que l'ITRF n'arrive pas encore, pour l'instant, à faire en termes de repères géodésiques au sol, quoi. Voilà. Je pense qu'on a encore le temps pour une question ou deux. Non, personne? Je suis là pour les 3 jours, de toute façon. Bon, mais remercie beaucoup. Avec plaisir. On va passer à la seconde présentation.